Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, j'ai le plaisir de vous présenter Leïla El-Wakil s'il y a besoin encore de la présenter à Genève. Leïla est historienne de l'art, elle est architecte, professeure d'histoire de l'architecture à l'Université de Genève. Nombreuses ont été ses recherches sur l'architecture et les arts appliqués de l'époque moderne, contemporaine, en Suisse, en Europe et en Égypte. Son pays de naissance. Nombreuses sont aussi ses publications pour lesquelles je vous invite, et ça je le dis pour les guides ici présentes, à consulter les archives ouvertes de l'Université de Genève. Et quant à ses recherches qui la passionnent, je le sais, elles continuent encore aujourd'hui à notre grand bonheur. Le 19e siècle, qui va nous concerner, siècle du général Guillaume-Henri Dufour, elle le connaît bien et depuis longtemps. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être eu l'occasion en 2015 d'écouter sa conférence « Le génie d'un homme de génie » lors de la remise des archives personnelles du général par la Fondation des archives Dufour. Aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter la professeure Leïla El-Wakil et de découvrir l'art d'agrandir et de moderniser la ville selon Guillaume-Henri Dufour. Alors, mesdames et messieurs, je ne m'attendais pas à une audience aussi fournie. C'est impressionnant de voir le grand salon de la Maison Dufour à ce point rempli de personnes qui viennent pour une conférence. En fait, c'est ma faute, je ne viens pas assez à vos conférences, Monsieur Studer, donc sinon je le saurais. Monsieur Studer m'a donc demandé de parler de l'art de Guillaume-Henri Dufour en tant qu'ingénieur civil et de l'impact qu'il a eu sur la modernisation de Genève, appelons ça comme ça. J'ai gardé votre titre, qui était très joli, l'art d'agrandir et de moderniser la ville, selon Guillaume-Henri Dufour. Alors, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous les pieds avec ce joli diaporama que vous avez présenté, parce qu'il était essentiellement question, effectivement, des travaux de génie civil et des travaux en rapport avec la ville de Genève. Je dois commencer par vous dire que, dans le fond, vous me faites renouer avec d'anciens travaux scientifiques qui était un peu au début de ma carrière. La toute première occasion de nous pencher sur Guillaume-Henri Dufour, c'était l'exposition de 87, pour évidemment célébrer le bicentenaire de la naissance. Et il y avait une exposition au musée de Carouge à l'époque, et puis une exposition également à la Maison Tavel. J'avais pour ma part, avec nos étudiants, on avait organisé un séminaire, travaillé justement en compagnie de Jean-Marie Marquis, qui est alors le conservateur du musée de Carouge, sur Guillaume-Henri Dufour comme ingénieur et constructeur de ponts, etc. Et on avait découvert des choses passionnantes. À l'époque, le sujet était moins étudié qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était un très très bon souvenir. D'ailleurs, dans ce catalogue que vous avez ici en rouge, on voit la silhouette de la statue équestre du général. Vous avez un chapitre qui est consacré justement aux travaux de Guillaume-Henri Dufour comme ingénieur. Et ensuite, j'ai pas fait tant de choses sur Guillaume-Henri Dufour, mais c'est vrai que le séminaire nous a quand même pris une année. C'est un travail de recherche assez long sur les archives. On a mis en évidence beaucoup de choses et c'était vraiment intéressant. Et ensuite, la Société d'histoire et d'archéologie a organisé un colloque qui a été publié un peu plus tard, donc en 1991. dont vous avez l'autre page de couverture et à l'occasion de quoi j'avais fait une présentation, j'imagine, parce qu'il en reste ce petit article qui s'appelle « Guillaume-Henri Dufour et le nouveau visage de Genève ». Donc, vous voyez, on était déjà dans la perspective de la modernisation et du renouvellement. Alors ensuite, il y a eu 2015, c'était la manifestation qui a eu lieu à l'occasion de la remise des archives Dufour à la Bibliothèque de Genève. C'est vrai que j'avais fait une assez bonne communication. Dans le fond, vous voyez, je l'avais oubliée. J'aurais dû vous la ressortir.
Mais bon, vous voyez, sur le long terme, on ne sait plus très bien quand on fait quoi. Alors, pour vous dire que j'ai pas fait de nouvelles recherches pour ce soir, donc je vis sur mes vieux acquis que je vais essayer de vous transmettre de la meilleure manière possible. Je me demande si vous apprendrez quelque chose parce que j'imagine que tous, autant que vous êtes passionnés par Guillaume-Henri Dufour, vous devez déjà savoir beaucoup de choses qui le concernent. Alors, on a vu tout à l'heure, évidemment, différentes opérations qu'il a effectuées en matière d'urbanisme et de génie civil à Genève, où il est arrivé peu après le rattachement de Genève à la Confédération, en effet. Donc, il arrive en 1817. Et assez rapidement, il s'intéresse, parce qu'évidemment, formé comme polytechnicien, comme ingénieur militaire d'une part, mais très intéressé par le génie civil aussi. Il s'intéresse à la ville et les Genevois vont le mettre à contribution, c'est-à-dire ils vont lui demander des conseils assez rapidement qu'il fera de façon, on va dire, gracieuse. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas été rémunéré le cas échéant. Par exemple, quand Jean-Gabriel Hénard lui demande de surveiller le chantier de son palais, de cette belle maison qu'on appelle encore le palais Hénard, et que Dufour dira dans une correspondance: je suis en train d'édifier le palace d'un de nos Richards à Genève. Bon, c'est vrai que le palais Hénard était une construction tout à fait exceptionnelle par le luxe, l'importance. À cette époque, justement, on est entre 1817 et 1821, magnifique palais néoclassique sur des plans italiens dont on a retrouvé... André Corbeau était le premier à mettre en évidence qu'il y avait un architecte italien qui avait dessiné un premier projet grandiose pour le palais Hénard, qui a été revu un peu à la baisse. Et c'est vrai que Dufour était chargé de surveiller ce chantier, pour lequel on avait d'ailleurs fait venir une grue tout à fait particulière pour dresser les colonnes des monolithes et les gros blocs appareillés des façades. Donc ça, c'était un des premiers chantiers. Il y en aura d'autres. Et puis, de fil en aiguille, c'est effectivement à des commandes publiques qu'il va répondre. Le syndic Rigaud, qui est le grand syndic à l'époque de la Restauration genevoise, se rendant bien compte qu'il a beaucoup de chance d'avoir sous la main quelqu'un qui s'y connaît si bien dans ce domaine qui touche à la ville et aux constructions. En même temps, Guillaume-Henri Dufour n'est pas tout seul. Il faut que je cite ici Samuel Vaucher, qui est l'architecte, le jeune architecte. Alors, il y a une grande différence d'âge entre les deux hommes. On pourrait dire d'ailleurs que Dufour a un peu été le tuteur de Vaucher, et ils vont souvent, au début de la Restauration, travailler en équipe, notamment pour certaines des constructions que l'on va voir, comme par exemple le musée Rath, comme par exemple la rue de la Coraterie, etc. Donc, Vaucher, lui, est formé comme architecte, véritablement, et il est un petit peu l'exécutant au niveau de la mise en forme des projets, des grandes idées que Dufour a peut-être, et lui insuffle. Alors, Dufour, en tant qu'ingénieur, je commence par les ponts, parce que c'est un sujet important, va proposer, vous savez, Genève était prise dans ses fortifications à ce moment-là, à l'étroit dans ses fortifications. Genève a toujours été à l'étroit et le sera toujours, aujourd'hui pour d'autres raisons. Les limites du canton sont petites. À l'époque, il y a un énorme corset qui enserre la ville, et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment faire pour ouvrir la ville sur sa campagne. Il est notamment d'abord question d'essayer de créer des nouvelles liaisons entre dans les murs et hors les murs. À l'époque, il n'y a encore que 3 portes, la porte de Neuve, la porte de Rive et une porte à Cornavin. Et donc, la nuit, les murs ferment, il y a le couvre-feu, on ne sort plus de la ville. Cette situation, au début du XIXe siècle, devient pesante, si bien que Dufour va proposer de doubler le nombre de possibilités de sortir de la ville, cette fois sous forme de ponts.
et de ponts suspendus et de passerelles. On a beaucoup parlé de passerelles à Genève il n'y a pas très longtemps. Mais ici, vous avez l'image de ce que c'est qu'une passerelle. Une passerelle, c'est un élément léger. Alors, c'était des passerelles métalliques qui étaient quand même un peu architecturées. Ici, il s'agit de la toute première passerelle qu'il a proposée pour Genève, qui se trouvait à la promenade du Pin. Et elle date de 1823 et on dit généralement que c'est aussi le tout premier exemple d'une passerelle suspendue avec un système de câbles qu'il avait mis au point, breveté lui-même, ces câbles soutenant le tablier. Alors, c'est la première passerelle. Il en fera ensuite une au Pâquis. Non, elle n'existe plus malheureusement. Elle n'existe plus parce qu'on a abattu les fortifications. Donc c'était des passerelles qui étaient jetées par-dessus les remparts, si vous voulez. Donc là, on était au-dessus, boulevard Helvétique, Jacques Dalcroze, dans cette région. Et de l'autre côté, au Pâquis, il va proposer également une passerelle. Et la dernière sera à la Coulouvronnière. Donc, c'est une manière de désenclaver déjà un peu la ville et de permettre effectivement aux habitants de ne pas faire de grands détours selon où ils habitent pour rejoindre une des portes et de pouvoir plus facilement communiquer avec leur campagne et les alentours. Alors, ces passerelles sur le plan technique, c'est quelque chose, j'entrerai pas dans trop de détails, qui a été salué par les ingénieurs européens de l'époque. C'était quelque chose d'extrêmement novateur comme système de suspension. Et évidemment, Guillaume-Henri Dufour se fait une célébrité comme ingénieur de pont. D'ailleurs, il continuera de construire des ponts tout au long de sa carrière en différents endroits. On vient le chercher spécialement pour ce sujet. Alors ici, vous avez une très jolie vue qui vous montre à l'arrière-plan de la passerelle. Vous reconnaissez, les bâtiments existent encore. Donc c'est la terrasse Beauregard. Et puis le très bel immeuble qui est effectivement sur la promenade Saint-Antoine, un immeuble néoclassique qui a été construit vers 1830, qui existe encore. Et j'attire votre attention tout de suite sur la terrasse Beauregard qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est l'une des premières constructions d'immeubles, d'immeubles d'appartements, on va dire, construits en extrême limite du terrain des fortifications. Donc on gagne déjà à la fin du XVIIIe siècle un peu de terrain dans cette ville très serrée et très dense, en essayant de s'approcher des limites des fortifications. Et cette terrasse Beauregard, dans le fond, c'est déjà un petit gain territorial qui est fait avant que Dufour, lui, cherche également à agrandir les limites physiques de la ville. Alors voilà encore une très jolie vue de cette passerelle, toujours la même, qui a été la plus célébrée parce que c'était la toute première de ces passerelles jetées par-dessus les fortifications. Alors, je reviendrai sur un autre pont tout à l'heure qui est le pont des Bergues, qui est aussi un pont important. Mais voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, les passerelles ont disparu parce qu'à partir de Fazy et de la décision prise de détruire les fortifications, ce qui a permis alors évidemment une véritable extension de la ville sur le terrain des fortifications, ce qui était un gain territorial très très important. Eh bien, à cette occasion, vous voyez ici, on est en train de détruire les murs et les passerelles vont tomber, ce qui est d'une certaine façon dommage pour nous aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'en voit plus que des reproductions. Alors voilà la passerelle du côté des Pâquis, qui se trouvait, elle aussi, faciliter donc la sortie de la ville au-delà de la porte de Cornavin. Donc, la réponse que trouve Dufour, c'est vraiment une réponse d'ingénieur qui convient tout à fait. Il n'est pas tout à fait le tout premier, enfin, il travaille avec quelqu'un qui est Marc Seguin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, lui, est
monsieur qui vient de l'Ardèche, qui est un inventeur dans différents domaines et qui lui aussi, sur le Rhône, au même moment, tente de lancer une passerelle. Mais la toute première passerelle existe encore, on peut la voir, je crois, ou elle n'existe plus. Maintenant, j'ai un doute. C'est peut-être la seconde qui existe, mais au même moment, vers 1823, il lance une passerelle suspendue également, avec un système métallique au-dessus du Rhône, qui est très très large, hein, quand même à cet endroit. Nous sommes à Tournon, donc dans la vallée du Rhône. Alors là, vous voyez deux ponts, parce que par la suite, il y a un autre pont suspendu carrossable qui a été construit. Et Marc Seguin et Guillaume-Henri Dufour se connaissent, ils sont en contact et l'on dit généralement que Seguin est aussi venu à Genève lorsqu'il s'est agi de construire justement la passerelle du Pin. Donc il y a une collaboration entre ces deux pionniers du domaine du génie civil et des ponts. Alors, cette Genève tout encombrée, très dense, dans laquelle on a du mal à circuler, où l'on ne respire pas bien, c'est ce qu'on nous dit. Elle est encombrée aussi dans certaines rues par les fameux dômes qui abritaient des haubans, c'est-à-dire des petites échoppes en bois commercial. Et c'était très genevois comme système. C'est pas la seule ville où l'on trouvait ça. Ça remonte probablement à une époque médiévale, comme Genève était une ville de foire très très importante. Et au début du 19e siècle, on pouvait voir encore les façades des maisons dans certaines rues qui étaient flanquées de ces dômes, c'est-à-dire ces structures en bois qui reposaient sur des poteaux extrêmement hauts. Le dôme étant formé tout en haut au niveau des combles. Et c'était aussi un sujet d'inquiétude concernant les incendies, parce que c'était des structures de bois. Et lorsqu'il arrivait un incendie, eh bien évidemment le feu pouvait se répandre extrêmement vite. En 1826, on crée à Genève l'assurance contre l'incendie. C'est à ce moment-là que ça démarre. Et corollairement, justement, les autorités vont décider d'entente avec Guillaume-Henri Dufour qu'il faut abattre les dômes. Donc on fait disparaître ces dômes. C'est une volonté hygiéniste. Alors vous verrez que dans le fond, toute la modernisation de Dufour est conduite par l'hygiène, aérer la ville, la rendre plus propre, plus belle, plus salubre. Et la destruction des dômes va participer de cela. Ensuite, alors, vous avez déjà vu un certain nombre de bâtiments dans la petite vidéo de tout à l'heure. Guillaume-Henri Dufour va être appelé à proposer des solutions pour différents établissements publics, on va appeler ça comme ça. Nous avons évidemment au début de la Restauration un professeur de botanique qui revient à Genève de Montpellier, qui est le professeur de Candolle. Le professeur de Candolle revient à Genève à la condition qu'on lui aménage un jardin botanique qui ne sera pas tout à fait aussi grand que celui de Montpellier, où il était, mais néanmoins, c'est bien ce qui va se passer. Et également, il émet le souhait d'avoir des serres modernes, dignes de ce nom, et Guillaume-Henri Dufour va mettre au point ce projet très élégant, très raffiné, très moderne aussi, de serres. Alors, il y a un bâtiment central qui était l'orangerie, en maçonnerie. Puis, vous voyez de part et d'autre des bâtiments vitrés qui étaient les serres qu'on appelait à la hollandaise, avec des châssis en pente, qui étaient des serres chaudes ou tempérées et qu'on pouvait chauffer avec un système de canalisation dont je vous passe le détail. Donc, c'était un véritable petit bijou de technologie dans le domaine du botanique à l'époque. Et malheureusement, là aussi, c'est un bâtiment qui n'existe plus, donc on n'était pas loin du palais du Richard Hénard. On était dans la belle promenade, adossé au mur de fortification, à peu près à l'emplacement où se trouve le mur des réformateurs aujourd'hui. C'est à cause de ce mur que les anciennes serres ont disparu. Alors cette construction, elle date du tout début de la Restauration, on est dans les années 1817 également.
Et puis, par la suite, pour gagner du terrain, Guillaume-Henri Dufour propose de construire une ligne de maisons que nous avons toujours la chance d'avoir, en partie du moins, qui est cette ligne de maisons de la Coraterie, qui est en extrême bordure des murailles, un emplacement où il y avait d'anciennes casernes. Et à l'extrémité, ce que vous voyez devant l'image, il propose un peu plus tard la création d'un marché couvert, qui était une sorte de halle, comme vous le voyez, ouverte de tous les côtés. Et cette halle était exposée à la bise notamment. Les commerçants s'y trouvaient pas très à l'aise. Ils préféraient de continuer de commercer dans leurs endroits habituels, si bien que par la suite, elle a été transformée. C'est devenu ensuite le Crédit Lyonnais, c'est devenu d'abord l'ancienne Poste de Genève, un local pour les pompiers. Il y avait une sorte de programme mixte, puis le Crédit Lyonnais. Et le bâtiment, par chance, existe encore aujourd'hui, mais il ne se présente plus tout à fait comme vous l'avez sur cette image. La ligne de la Coraterie, alors c'est une ligne rectiligne qu'on voit mieux dans l'autre sens ici, parce que d'un côté il y avait le marché couvert, mais de l'autre côté le Musérat qui existe toujours, pour lequel on a hésité longuement sur l'emplacement. On pensait le faire en face du Palais Enna, puis après finalement sur la Place Neuve, et c'est là qu'il a été réalisé, les dessins ayant été confectionnés par Samuel Vaucher, un bâtiment en forme de temple des arts, très néoclassique, avec son portique à colonnes. C'est du pur néoclassicisme. Et là, Genève est presque en avance sur ce qui se fait dans des villes beaucoup plus importantes. Si vous pensez à Munich, la Pinakothek et la Glyptothek, elles sont un peu plus tardives que ce petit Musérat, qui est un des tout premiers musées de ce genre en Europe. On ne le dit peut-être pas assez. Alors, évidemment, nous sommes là grâce à la conjonction du talent de Vaucher et de Dufour dans la construction d'un ensemble néoclassique exemplaire qui s'inspire très probablement de Paris et de la rue de Rivoli en particulier. À Genève, on ne pouvait pas s'offrir un vrai portique sous lequel marcher comme à la rue de Rivoli, mais au rez-de-chaussée, vous avez un système d'arcades qui abrite les commerces. Et puis voilà, le modèle, c'est celui-ci. Et évidemment, la rue de Rivoli, dessinée par Percier et Fontaine, et qui fait plus d'1 kilomètre de longueur, c'était autrement plus grand que notre rue de la Coraterie, mais on a adapté ce modèle en petit à la situation genevoise. Alors, à la rue de Rivoli, en 29-30, Dufour aura l'occasion de visiter l'hôtel Meurice, qui lui servira aussi de modèle pour l'aménagement du premier hôtel, premier grand hôtel que nous aurons, c'est-à-dire l'hôtel des Bergues. Mais j'y reviendrai. Alors, parmi les équipements qu'il faut loger à Genève, il y a aussi les prisons. Elles doivent être à l'intérieur des murs. Cette prison n'a pas duré très longtemps. C'est la prison pénitentiaire de Rives. Vous voyez ici d'ailleurs qu'elle récupérait dans son architecture une ancienne tour qui était la tour maîtresse. C'est à l'emplacement de la rue de la tour maîtresse actuellement. Et dans la tour médiévale, on y avait logé les cellules ténébreuses pour les plus récalcitrants des prisonniers. Donc quand vous étiez vraiment très très méchant, on vous mettait dans la tour. Et autrement, c'était une prison modèle selon un plan panoptique anglais, c'est-à-dire vous aviez 2 ailes qui convergeaient vers un bâtiment central. Le bâtiment central, il est un peu en retrait. Vous voyez une des ailes dans le prolongement de la tour. Et dans le fond, ce système permettait au directeur de l'établissement de surveiller ce qui se passait dans les couloirs des prisonniers. Donc c'est un système qui était très moderne pour l'époque, que Samuel Vaucher a adapté à la situation genevoise. Et bien sûr, tout ceci avec la supervision également de Dufour.
Alors, comment était cette ville du côté du lac? Parce que c'est là que va s'opérer la très grande transformation de Genève. Et pourquoi? Parce que, alors j'ai une petite citation que j'aimerais bien vous retrouver. Voilà. Voilà ce qui se passe. Les autorités se rendent compte que pour des raisons de salubrité, les abords du lac, au XIXe siècle, ça ne va plus et qu'il va falloir assainir la situation. Donc, transport sur place. Les autorités vont au bord du lac en 1829, et dès sa première séance, donc la commission qui se penche sur la question de l'aménagement des abords du lac crut devoir donc se transporter sur les bords du fleuve pour s'en former une idée exacte, et la vue comme l'odorat furent également choqués de la scène. Les canaux de la ville aboutissaient de part en part sur la grève, et la couvrant de leurs eaux dans le cours dégoûtant va souiller notre beau fleuve. De sales égouts des maisons et des constructions hideuses, maintenant mises à découvert par les basses eaux. Vous voyez une fluctuation du niveau du lac, alors quand l'eau descendait, évidemment, tous les détritus apparaissaient. Des débris de boucherie, parce qu'évidemment, la boucherie était à ce moment-là à Longemal. Ensuite, on l'a transportée dans ce qui sont les halles de rive actuellement, mais on l'a fait dans les années 1840 seulement. Voilà le spectacle qu'on a sous les yeux et qui affecte d'autant plus les sens que l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que quelques parties des eaux ainsi souillées peuvent se diriger du côté de la machine hydraulique, qui était en contrebas. Hein. Évidemment, c'était là où on captait l'eau qui servait à l'alimentation de la ville. Et lorsque le courant est aussi bas que dans ce moment. Que le mal soit réel ou imaginaire, l'impression n'en est pas moins fort peu satisfaisante et l'on aimerait mieux ne l'avoir pas reçue puisqu'on est appelé à boire cette eau. Alors voilà, tout le monde est horrifié de ce qu'il a vu, il va falloir prendre des mesures et ces mesures sont liées à l'hygiène, mais pas seulement, elles sont aussi liées à l'embellissement de la ville parce qu'on parle beaucoup de cela, à la restauration. Donc Jean-Jacques Rigaud promeut l'embellissement de Genève. Et donc, on va faire d'une pierre deux coups. Vous avez ici une vue qui vous montre les anciennes indienneries Fazi sur la rive droite. Donc, nous sommes à l'emplacement de ce qui deviendra le quartier des Bergues. Alors évidemment, vu de loin, lavé en couleur, tout ceci a l'air quand même assez bucolique, mais les indienneries dégageaient aussi pas mal de déchets. Et on va décider, mais ça va mettre un peu de temps évidemment à se faire parce que les premières discussions c'est dès 1822 et les décisions se prendront pratiquement en 1828-29. On va décider qu'il va falloir donc supprimer l'activité industrielle de ces indienneries sur cette rive et essayer de construire un nouveau quartier d'habitation pour 800 habitants, ce qui est beaucoup à l'échelle de la population genevoise, parce que Genève a environ entre 25 et 30 000 habitants pendant la Restauration, donc tout un nouveau quartier va surgir à cet emplacement avec l'hôtel des Bergues, nous verrons ça dans un instant. Et puis, en face, on est à peu près dans cette situation, vous voyez un peu la rive opposée. Alors, toutes les maisons de la basse ville, justement, n'ont pas de tout à l'égout, les déchets vont directement dans le fleuve, et raison pour laquelle Dufour va proposer un grand égout collecteur. En fait, ce qui fait démarrer la métamorphose de Genève et la modernisation, c'est vraiment, du côté du lac, la mise en canalisation des égouts sous ce qu'on va appeler le grand quai, c'est-à-dire le premier quai qui va être construit, que vous verrez dans un instant. Donc c'est très très important. Voilà encore une vue telle qu'on pouvait en avoir avant la construction des quais.
Et bien sûr aussi d'avoir des berges, ça voulait dire avoir les pieds dans l'eau, parce que selon les fluctuations de l'eau, eh bien, on pouvait être inondé facilement également. Donc quand on construira les quais, on se prémunira aussi des inondations. Alors voilà ce que cela va devenir. C'est évidemment incomparable. Les touristes romantiques vont trouver très dommage. Ils vont regretter le côté pittoresque de la vieille Genève, particulièrement en Lille, où les transformations surviendront plus tard, et diront, de Victor Hugo ou Théophile Gautier disent « Genève ressemble à un petit Paris de province ». Donc on cherche à imiter les achèvements des capitales, et ils regrettent le côté pittoresque. Mais du point de vue, effectivement, modernisation, hygiène, salubrité, on gagne beaucoup, et on gagne d'autant plus que le tourisme est en train de se développer. Ah, il a déjà commencé au XVIIIe siècle, vous savez que les Anglais adoraient Genève et venaient déjà en Suisse, mais en 1823, on lance le premier bateau à vapeur sur le lac, c'est le Guillaume Tell, et je crois qu'il arrive un peu après, vous le verrez dans un instant. Et les touristes sont aussi très choqués de débarquer vers Longemal dans des berges qui ne sont pas très présentables. Et donc, la volonté de cette modernisation est aussi liée très probablement à l'effet du tourisme sur la ville de Genève. Alors, ce qui se passe, d'un côté, on va construire un nouveau quartier, c'est le quartier des Bergues, et de l'autre côté, les propriétaires de maisons, et je trouve ça extraordinaire comme on nous le raconte dans les textes du conseil, du conseil représentatif du Grand Conseil, les propriétaires de maisons, désireux d'embellir aussi leur propriété, vont être d'accord de refaire leur façade à leurs frais, moyennant qu'ils gagnent un tout petit peu de terrain grâce au fait qu'on construit un quai. Mais enfin, pas énormément quand même, mais ça a dû coûter quand même fort cher, toutes ces réfections de façade qui ne sont pas subventionnées du tout, pour donner l'impression que c'est aussi neuf. Hein. Donc on refait que la façade, on ne détruit pas complètement la maison. Mais c'est des opérations qu'on a beaucoup faites autrefois. C'est intéressant aussi sur ce que ça nous apprend du remploi des constructions. C'était si compliqué de bâtir une maison qu'on ne s'aventurait pas à la détruire pour un oui, pour un non. Donc on en tirait le meilleur parti en la transformant. Et alors, quand vous voyez ces façades assez rectilignes, un petit peu monotones presque, elles sont toutes à peu près identiques, c'est qu'elles ont toutes été refaites vers 1830-1840, un peu après que l'opération des Bergues a commencé en face. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que grâce aux remblaiements qui sont effectués dans le lac, et ça c'est un sujet très délicat avec le canton de Vaud, hein, parce que Vaud se plaint qu'il peut y avoir des débordements, le bas du Valais aussi, et qu'il ne faut pas qu'on restreigne trop le cours du lac à Genève, parce que ça peut créer des problèmes en amont. Mais grâce à ces remblaiements, la superficie de la ville s'augmente. Donc c'est une façon de gagner du terrain à bâtir et d'agrandir physiquement Genève. Alors Genève va devenir de ce côté-là une ville à l'allure néoclassique avec du côté des Bergues le bel hôtel des Bergues qui est quand même le premier hôtel de cette catégorie, c'est-à-dire palace, on va dire, pour l'époque, à être construit en Suisse. Et à côté, les maisons de la même époque, on est entre 1830 et 1834-35, des maisons de rapport avec des appartements locatifs et puis des rez-de-chaussée qui abritent des boutiques avec entresol au-dessus. Donc c'est un tout nouveau quartier qui surgit là, mais alors qu'il faut relier à la rive gauche. Et pour le relier, Dufour va encore proposer un pont. C'est le pont des Bergues,
qui a un dessin très particulier. Il est cassé par un rondeau, parce que selon lui, c'était la meilleure manière de franchir le fleuve, tout en essayant aussi de raccorder à ce pont l'île Rousseau, l'île qui devient Rousseau, hein, parce que jusque-là, c'était l'île où on radoubait les barques, c'était un endroit assez négligé, et à l'occasion de cette métamorphose, les autorités décident d'en faire un jardin, et alors Guillaume-Henri Dufour déploie tout son génie pour créer la passerelle suspendue qui relie le rondeau du pont à l'île Rousseau et ce très beau pont des Bergues, selon un système très inventif, mais qu'il a fallu remplacer assez vite. C'est un pont suspendu à l'origine, mais le tablier était suspendu par en dessous. C'est-à-dire il avait tiré des chaînes sous le tablier du pont, ce qui faisait une suspension. Aux premiers essais, ce pont n'a pas résisté. Alors, il y a eu toute une affaire avec les fers qui venaient d'Allemagne. Il paraît que les chaînons avaient des malfaçons. Enfin bon, moi, je n'ai pas poussé trop loin l'étude. C'était pas la faute de Dufour, semble-t-il, mais la faute du métal qu'on avait envoyé. Et ensuite, on a refait l'expérience, toujours avec ces chaînes. Et pendant assez longtemps, il a fonctionné comme ça, jusqu'à ce qu'on décide de changer le système. Alors, l'île Rousseau, très peu de temps après, on y installe la belle statue de Pradier, érigée par souscription nationale à la gloire de Rousseau, et elle devient justement un jardin, finalement, en ville. Alors voilà le Grand Quai, ce fameux quai qui cache l'égout collecteur, le premier égout collecteur de Genève, qui donc ramassait tous les détritus et les eaux usées venant des immeubles refaits, rénovés dans les années 1830 et 1840. On a déplacé différentes choses. On a déplacé les emplacements portuaires, on les a emmenés plus au large. On a déplacé bien sûr les boucheries dont je vous parlais tout à l'heure. On les a mises en aval de Genève, c'est-à-dire là où sont les halles de Lille. On était pratiquement à la hauteur des fortifications. Donc ça ne dérangeait pas trop que les détritus des abattoirs partent plus loin en France, du moment qu'on les avait plus à Genève. Alors voilà une très jolie photo ancienne qui vous montre justement le système des ponts et cette très délicate passerelle. Vous voyez, c'est ça qu'on entend par passerelle. Hein. C'est pas un truc qui a un mur d'acier de 8 mètres de haut et qui est complètement opaque. Hein. C'est quelque chose de très léger, très transparent. Non, je fais juste une allusion, hein, parce que si on est monté aux barricades, c'est parce que pour nous, c'était pas une passerelle, mais un gros pont qui doublait un pont qui existe déjà. Alors, voilà. Donc, j'en termine. Et voilà encore une vue sur ce quartier des Bergues. Alors, faut-il penser que Guillaume-Henri Dufour est l'inventeur absolu de ce genre de modernisation de ville? En vérité, pas, parce que c'est un peu dans l'air du temps, et dès la fin du XVIIIe siècle, on commence à aménager des quais dans certaines grandes villes, par exemple à Lyon, il y a l'aménagement du quai Saint-Clair par Soufflot, ça date des années 1780, Guillaume-Henri Dufour connaissait bien la France, connaissait Lyon, avait vu d'autres exemples, donc il adapte au cas genevois des perfectionnements qu'on peut voir surgir dans d'autres villes. Et c'est vrai que ça procure, à l'image de Genève, quelque chose d'étonnamment moderne pour l'époque. Hein, parce qu'il faut bien voir que ces maisons, on en conserve d'ailleurs encore la trace aujourd'hui, même si les bâtiments ont été parfois vidés à l'intérieur, on a la ligne des façades. Bon, elles ont toutes été maintenant un peu surélevées au même niveau. Ici, c'est le cas, mais dans la suite, ce n'était pas le cas. Il y avait des différences de hauteur. Ça peut sembler un peu monotone et répétitif, mais c'est vrai que ça
s'inscrit tout à fait dans le goût néoclassique du début du 19e siècle. Alors, j'ai plusieurs images, elles sont toutes un petit peu pareilles, mais là peut-être qu'on voit... Oui, on voit un bateau qui accoste, parce que désormais on peut faire accoster les bateaux le long du grand quai. Alors il y aura d'abord le Guillaume Tell, puis ensuite il y aura d'autres bateaux à vapeur qui vont amener les touristes par voie lacustre. Donc c'est aussi une grande nouveauté, parce que généralement jusque-là, on arrivait à Genève par la place de Neuve. Enfin, le beau côté, c'était soit par la route. Hein. Alors, si on venait de France, c'était par la place de Neuve ou bien par le haut, par Cornavin. Mais maintenant, on peut arriver par le lac et puis on a un magnifique décor qui s'offre au regard. Donc, tout le monde était extrêmement content. Cet hôtel des Bergues était le plus bel hôtel de Suisse pendant très longtemps, comme Genève a été la ville la plus importante de Suisse jusqu'au milieu du 19e siècle. Et les palaces de Zurich, notamment le fameux Borough-Lac, le Boranville, sont un peu plus tardifs. À Lucerne, vous avez le Schweizerhof, mais il est aussi un peu plus tardif. Ils sont aussi néoclassiques d'ailleurs. Et dans le fond, on peut s'enorgueillir d'avoir été la ville pionnière du tourisme suisse, grâce à Dufour, mais grâce aussi aux autorités politiques qui étaient assez visionnaires et qui voulaient placer effectivement la ville dans un courant de modernité. Alors voilà l'hôtel Meurice que Dufour fait un voyage très intéressant en France en 1829-30 et il va regarder différents lieux qui l'inspirent du reste pour les bâtiments genevois. Donc l'hôtel Meurice, il note tous les petits détails du fonctionnement de l'hôtel, du service dans l'hôtel, de la façon dont les touristes sont reçus, en vue de transposer ceci au Berg, justement, qui est un hôtel qui va être appelé à s'édifier. Et il admire beaucoup à Bordeaux la place des Quinconces, par exemple, qui est une place toute nouvelle, qui a été remblayée sur le fleuve. Il admire les quais de Toulouse. Donc c'est toute chose qui le frappe. Et c'est intéressant de lire ce journal parce que on voit effectivement qu'il compare les villes de France à cette occasion à Genève. Et là, ben voilà, c'était pour vous montrer quand même le Guillaume Tell, tel qu'il se présentait, le premier bateau à vapeur, selon une gravure ancienne. Et ça, c'est le quartier de Saint-Clair à Lyon. Vous voyez, donc, il y avait un pont en bois, alors ça n'a rien à voir avec les ponts de Dufour, les ponts métalliques qui sont des prouesses d'invention. Ici, c'est un ancien pont. Et on voit le quai aménagé, le quai Saint-Clair aménagé par Soufflot avec ses immeubles modernes qu'on peut toujours voir d'ailleurs aujourd'hui et qui probablement ont servi de modèle à Genève pour l'aménagement des quais. Il faut voir que les liens artistiques et culturels entre Lyon et Genève ont été importants dès le XVIIIe siècle et c'est un peu de ville qui s'observait, on va dire. Oui, ça c'est encore le quai Saint-Clair. Et c'était ma dernière image. Alors, je reste à votre disposition, bien sûr, pour toutes les questions que vous auriez à me poser. Je n'ai pas parlé de tout. Je n'ai pas parlé de l'observatoire, parce que vous l'avez montré tout à l'heure. Et c'est vrai que Gédéon Mallet, notre grand astronome, souhaite avoir un observatoire digne de ce nom pour ses études astronomiques. Guillaume-Henri Dufour va s'y employer aussi. Il va être construit là où il y a aujourd'hui la promenade qu'on appelle de l'observatoire, c'est-à-dire en face du musée d'art et d'histoire. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Oui, il y a encore quelques équipements auxquels Dufour va participer. Avant de
partir plus loin parce qu'évidemment, il est ingénieur civil pendant 10 ans pratiquement, de 27 à 37. Puis après, il y a d'autres obligations qui l'appellent au plan national, les travaux de cartographie, la guerre du Thunderbund, enfin bon, j'en passe. Donc, les années significatives sont vraiment dès son arrivée jusque vers la fin des années 30, on va dire, pour ce qui est de l'urbanisation de Genève. Mais voilà, je vais rester à votre disposition si vous avez des questions. Moi, je propose de m'arrêter là pour le moment. Quelle était la position de Dufour s'agissant de la démolition des fortifications? Ah oui, il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Effectivement, il fait en 1844 un plan d'extension de Genève sur le quartier des Tranchées, en gardant l'enceinte fortifiée. Donc en 1944, c'est assez tard, c'est juste avant la révolution fasciste. Pour lui, tant qu'il travaille dans les murs, il n'est pas question d'être les fortifications. Ce qui est d'ailleurs le cas, c'est la façon dont pensent les conservateurs. À ce moment-là, à la Restauration, on ne pense pas détruire les fortifications. Mais ensuite, il reconnaîtra que c'est une bonne chose de l'avoir fait parce que les agrandissements que je vous ai montrés, c'était très peu de choses qui étaient rendues possibles grâce à ces remblaiements et ces petits gains de territoire. Donc, pour s'agrandir vraiment... alors, lui pense qu'on a bien fait finalement d'abattre les fortifications, mais ça plus tard. Mais bien entendu, il y a des villes qui ont fait d'autres choix, qui ont gardé l'enceinte et construit au-delà. Mais bon, ça coûtait un bras à entretenir ces fortifications, parce qu'il fallait quand même les maintenir en bon état pour qu'elles ne tombent pas. Donc il y avait tout le temps des réparations à faire. C'était extrêmement onéreux. Donc finalement, les détruire, ça a été une façon de résoudre l'aspect financier. Merci. J'ai une question sur le fait que, d'un point de vue hygiénique, les eaux usées arrivaient au lac, donc ça signifie que les quartiers au bord du lac à l'époque, c'était les quartiers moins chers de la ville, c'est-à-dire les personnes plus riches, ils avaient des maisons hors du lac, ou plus loin du lac. Alors à Genève, la haute ville, c'était quand même l'endroit privilégié, on va dire quand même. La basse ville, elle était plutôt commerciale et puis dévolue au transport des matériaux parce que les places que nous avons étaient des ports en fait. La fusterie, c'était pour amener le bois essentiellement. On amenait les matériaux de construction. Donc c'était des endroits plus commerciaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait quand même pas une ou deux belles maisons. Quand on pense à la maison Bonnet qui ferme la place du Mollard, mais elle n'est pas tout au bord du lac, hein. Elle est un peu en retrait quand même, dans les rues basses. Il y avait quand même quelques belles maisons, grosses maisons en basse ville. Et puis ensuite, il y avait la rive droite, qui était plutôt la rive des artisans et de la fabrique, hein, de la fabrique de montres notamment, puis les indiennes en bas. C'est une bonne question que vous posez. Oui, en tout cas, être exposé à ces déchets, je ne sais pas très bien comment on négociait ça avec l'habitat, c'est évidemment. Aujourd'hui, ça nous paraît difficile. Mais la haute ville, c'était le lieu où il y avait les hôtels particuliers. Donc traditionnellement, c'était là qu'il y avait les plus belles maisons à Genève. Que ce soit la rue des Granges d'un côté, ou bien les hôtels qui donnent sur le lac, mais qui sont sur le haut, effectivement. Vous savez, la Restauration est quand même une époque prospère à Genève. Hein. On parle dans tous les domaines, aussi dans le domaine de la culture, des beaux-arts. Donc c'est un moment quand même favorable. Oui, ça avait des coûts.
Bah écoutez, est-ce que ça n'a pas des coûts tout ce qu'on nous fait aujourd'hui aussi? Bon, il y a des investisseurs. Mais écoutez, là aussi, hein, parce que par exemple, l'opération des Bergues, elle est menée par une société anonyme. Il y a une société anonyme des Bergues à laquelle participe, d'ailleurs, la famille Fazi. Elle a ses représentants. Dufour est aussi partie prenante. Oui, oui. Donc, il y a des privés qui mettent de l'argent aussi, quand même. Mais c'est vrai que je n'ai pas étudié de façon très précise, par exemple, le coût de l'aménagement du Grand Quai. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en même temps, je pense que c'était considéré comme un ouvrage prioritaire. Mais ça coûtera sans doute moins cher que d'abattre les fortifications, parce que ça, c'est l'énorme chantier du 19e siècle, évidemment. Puis on n'a pas parlé non plus de la machine hydraulique en détail, et du petit bâtiment qui existe toujours, qui est construit, et du pont qui va avec, le pont de la machine. Enfin, ça, c'est la nouvelle machine hydraulique, 1840. Voilà, pour remplacer la vieille machine d'abeille sur laquelle le pauvre Dufour s'était chiné des années pour essayer de la rendre opérationnelle, mais c'était très compliqué. Donc finalement, un nouveau système hydraulique pour Genève. Cette machine d'abeille, ça a été une longue saga hein, quand Abeille l'a construite, parce que Abeille était papiste. Et les autorités au XVIIIe siècle craignaient qu'un papiste ne veuille empoisonner les Genevois en fournissant de l'eau qui serait pas potable, en fait. Bon, mais ça, c'est pas Dufour, hein, ça, c'est plutôt. Rien d'autre. Bien, je vous remercie. Alors, Leïla, Madame El-Wakil, puisqu'on n'a encore pas passé à Leïla, cette année, donc, quand on a fait l'émission du timbre, il y avait une carte maximum avec la maison du Four, dont les documents ont été remis par Claire Payot-Martin, et donc elle a été mise avec le timbre et le premier jour d'émission. En tant que spécialiste du patrimoine, voici la maison du Four avec le timbre dessus. Mais je vais surtout me précipiter pour acheter des timbres. Puis, en 2022, il y avait nos amis de l'École Polytechnique de Paris qui ont écrit un livre sur Dufour à l'occasion du 175 anniversaire de la guerre de Sonderbourg. Et ils se sont amusés à imaginer que Dufour avait des chats. Et donc, il y a un chat pour chaque époque de Dufour. Et ça s'appelle Les 7 chats du général Dufour, écrit par un polytechnicien, illustré par un polytechnicien, édité par un polytechnicien. Et j'ai le plaisir de vous le remettre. Merci beaucoup. Et puis cette année, c'est le 150e de la mort de Dufour, mais il y a un autre anniversaire apparemment qu'on m'a reporté être important. C'est votre 70e anniversaire cette année.